pratiquer l'accès au savoir de façon démocratique. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement comme ceci, le numérique. Ce que vous avez dans votre ordinateur, dans votre téléphone portable connecté, si on veut construire l'équivalent en matière de livres, je me demande si la ville d'Abidjan pourrait suffire. N'importe quelle encyclopédie, vous l'avez en ligne. N'importe quel livre, vous voyez des piles de livres électroniques, en PDF et autres, des banques de livres. Mais ça ne tient que dans cet appareil-là. Vous transportez toute une grosse bibliothèque ici. Facile à transporter. Les dernières données de l'ARTCI que j'ai consultées, je ne sais pas si c'est en 2014 ou 2019, on dit le taux de couverture en téléphonie mobile en Côte d'Ivoire est de 102%. Je n'ai pas dit 100%, j'ai dit 102%. Ça a dû augmenter maintenant en 2022. Ce qui veut dire quoi? Chacun, statistiquement parlant, chacun des 26 millions d'habitants de Côte d'Ivoire a au moins un téléphone, au moins un téléphone. Ça va vite. Ça va vite. Donc, nous sommes à l'interface entre la civilisation du livre et la civilisation du numérique, le digital age. Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. On ne peut pas bloquer l'évolution civilisationnelle. Notre ressentiment ne peut pas bloquer l'évolution civilisationnelle. Alors, j'espère que les piles sont toujours... Ah, c'est bon. Voilà, on ne peut pas bloquer l'évolution civilisationnelle. Vous voyez ici, c'est une publicité de 1981. 1981. En ce moment, moi j'étais au CM1. Alors, the guy on the left doesn't stand a chance. Deux individus sont peints en noir et blanc. C'était une publicité réelle, dans un journal d'ailleurs. Et en noir, le noir, malheureusement nous sommes noirs, mais bon, nous ne sommes pas noirs, nous sommes marrons. Le noir symbolise, n'est-ce pas, quelque chose de mauvais, quelque chose qu'il faut abandonner, et le blanc, quelque chose de bon. C'est ce que la publicité a transmis. Et donc, celui qui est en noir, là, avec sa mallette noire contenant du papier, n'a pas de chance par rapport à celui qui est en blanc, contenant le premier ordinateur portable. C'était une publicité pour dire que l'avenir, c'est le numérique, l'ordinateur portable. En 1981, it was inevitable. C'était inévitable d'accéder au numérique. En 1981, on le disait déjà. Et regardez l'écran de l'ordinateur portable de cette époque. Même l'écran de Nintendo se paraît un peu vaste, mais son prix, 1795 $ à l'époque, 1795 $ en 1981. C'est dire combien le numérique avait déjà une grosse importance. Mark Osborne, qui n'existe plus, mais bon, beaucoup de sociétés ont pris le relais et ont développé le numérique. C'est dire que, véritablement, depuis bien longtemps, nous tendons vers cette civilisation du digital qui connaît son apogée maintenant. Là. Je vous présente, n'est-ce pas, à cet effet-là, notre vieux Ménécré. Le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Cette philosophie, j'aime bien la partager. Il faut bien vendre aussi nos aïeux. Hein. C'est pas toujours Rousseau, Montesquieu qu'il faut citer. Voilà, j'aime bien citer le vieux Ménécré aussi. Voilà. Donc le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Voilà, c'était une philosophie très profonde. Le temps du téléphone portable Nokia 3310 qui coûtait en 2000, je suis un témoin vivant, et j'ai encore des articles de journaux, super promotion, Nokia 3310, 150 000 francs, et tout le monde accourait. En promotion, 150 000 francs. Ce Nokia 3310, là, celui-là. Aujourd'hui, on va vous proposer ça à 150 000 francs, vous allez chiffrer la personne. À 90 000 francs déjà, vous avez un smartphone à 8 gigas de RAM. Le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Ménécré. Oui,
C'est une philosophie qui me plaît beaucoup. Moi, je préfère citer mon parent. Voilà. Bien, on est fatigué de citer Montesquieu et bien d'autres. Voilà. Bien, voilà, donc, c'est pour vous dire que bien souvent, on se plaint, on dit l'ordinateur coûte cher, tout ça coûte cher. Mais si tout le monde se met au e-learning, les prix vont baisser forcément. Aujourd'hui, tout le monde s'est mis à la téléphonie mobile. Ça, on va vous donner à 5 000, 20 000 francs, même peut-être que vous allez le refuser, vous allez dépenser peut-être 10 000 ou 5 000 pour vendre. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que voilà, les choses évoluent. Et si on donne du contenu au e-learning, si on donne du contenu au numérique, pour l'apprentissage, c'est tout à l'avantage de la société. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous n'y mettez pas l'éducation, les cybercriminels vont s'y installer et le montage va prospérer. Mais si vous utilisez le numérique pour éduquer, pour transmettre des valeurs, voilà, vous aurez occupé l'espace. Et sinon, la nature ayant horreur du vide, c'est le vice qui va occuper l'espace que vous devriez occuper. Après ce prologue, donc, on va aborder le contexte. Le contexte du projet CAFOP en ligne. C'est pourquoi vous êtes amené à être formé. Vous avez la chance d'être en formation à l'école normale supérieure. Vos aînés qui sont sur le terrain, chaque année nous faisons des tournées pour leur donner des briques de formation. Mais leurs habitudes étant tenaces, c'est difficile qu'ils décollent. Donc je compte sur vous, nous comptons sur vous, le ministère compte sur vous pour relever le défi, n'est-ce pas, d'un accompagnement de l'enseignement par l'enseignement numérique. Donc le contexte. Alors, le contexte se situe dans le cadre des réformes des CAFOP, qui se basent, n'est-ce pas, sur les récentes orientations des instances mondiales en charge de l'éducation. Ces instances, donc, impliquent de repenser les programmes éducatifs. Parce que l'environnement est en train de changer. L'environnement est en train de changer. Et permettez-moi une toute petite. Et aussi, n'est-ce pas, repenser les façons d'apprendre. Nous y sommes. Les façons d'apprendre. Très tableau, cahier, livre. Nous sommes dans un environnement numérique. Tous ces objets qui captivent notre attention. Il y a seulement 10 ans, 15 ans, tu as un ordinateur portable, mais tu es objet d'admiration au milieu de tes condisciples. Mais aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur portable. Regardez vous-même. Voilà. Il y a 10 ans, 15 ans de cela. Ah, celui-là, il a un ordinateur portable. Son papa, c'est un gourou. Et voilà, vous avez tout ça aujourd'hui. Voilà, les choses changent. L'environnement a changé. Donc les façons d'apprendre vont changer. Vous allez peut-être... Voilà. Vous allez juste m'excuser, je vais activer le son parce que ça me plairait que vous écoutiez ça quand même. La réforme des CAFOP qui se base, n'est-ce pas, sur les récentes orientations des instances mondiales en charge de l'éducation qui imposent de repenser les programmes et repenser les façons d'apprendre. Alors, sur ce propos, nous allons vous faire écouter, n'est-ce pas, une autorité de l'UNESCO à ce propos. Écoutez attentivement. Alors, l'égalité. Quand on parle d'éducation inclusive, c'est tout ça. Quand nous pensions la plateforme EduWeb, initialement, on s'est dit pourquoi ne pas développer un support d'apprentissage où l'handicapé, celui qui est malade, qui est souffrant, qui est peut-être en quarantaine, puisse pouvoir poursuivre ses études, même s'il est exclu, séparé de ses condisciples pour un temps, qui ne décroche pas. Comme ça, à distance, avec le support numérique, il peut apprendre. C'est ça l'éducation inclusive. Très généralement, quand on parle d'éducation inclusive, les gens pensent que c'est les aveugles, les sourds, les muets. Mais non, on peut avoir tous ces sens-là. Mais peut-être on a un handicap quelque part, une maladie contagieuse pour laquelle, d'ailleurs, avec la pandémie de la Covid, tout le monde entier était handicapé. Chacun devrait rester chez lui et apprendre. Et donc, tout cet environnement numérique, comme elle le dit, je cite clairement ses propos, tout cet environnement numérique qui nous environne là, nous impose de repenser l'éducation. Et c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, en avant-garde, en tant que, n'est-ce pas, d'abord apprenant dans un centre de formation par excellence école normale supérieure, et vous serez, n'est-ce pas, des acteurs en termes de transmission du savoir
au sein, n'est-ce pas, des CAFOR. Vous allez former des formateurs qui sont les instituteurs. Alors, si l'UNESCO décide de repenser les façons d'apprendre, ce n'est pas vous qui devriez rester en marge. Donc, voici là un peu présenté l'intérêt, le contexte majeur de cette initiative du projet CAFOR en ligne. Je poursuis mes propos en présentant, n'est-ce pas, l'ancien ministre sénégalais de l'Éducation nationale. Repenser les façons d'apprendre, tenir compte des inégalités, donner la possibilité à apprendre partout où on se trouve, n'est-ce pas, c'est militer en faveur de l'éducation pour tous. Le deuxième objectif, n'est-ce pas, des OMD, aujourd'hui transformés en ODD, et donc l'éducation est en 4e position au niveau des 17 ODD. Alors, l'éducation pour tous, mais pas l'éducation pour tous à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Une éducation pour tous de qualité qui puisse, n'est-ce pas, produire des citoyens capables de s'adapter à toutes les situations nouvelles. À toutes les situations nouvelles. Alors, je vous fais écouter, attentivement encore, vous allez écouter l'ancien ministre sénégalais de l'Éducation nationale. En tout cas, ses propos sont très pertinents et ont retenu mon attention. Pour des raisons diverses, perte d'emploi des parents ou même décès des parents, n'ont plus les moyens d'être scolarisés. Les TIC aident à apprendre. Vous avez beaucoup de tutoriels. J'ai envie d'installer un logiciel, j'ai envie de faire, n'est-ce pas, la culture du cacao ou de l'horticulture ou même la coiffure. J'ai qu'à regarder, n'est-ce pas, un tutoriel YouTube et puis j'ai des indications. Donc l'autodidactie se développe davantage avec les TIC. Et donc c'est réintégrer les esprits du système pour diverses raisons, n'est-ce pas, est une opportunité qu'offrent les TIC. En l'occurrence, avec notre plateforme du web, qui sert aussi de support, n'est-ce pas, pour le projet CAFOR en ligne, il y a des mères de famille, n'est-ce pas, des travailleuses qui ont envie de reprendre des cours et une dame qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, à s'inscrire en classe de 4e. Et ça fait 3-4 mois qu'elle suit les cours en classe de 4e en ligne depuis son atelier de coiffure et on l'encadre comme il faut. Elle a une très bonne moyenne en fin de semestre et elle apprécie plutôt bien. Elle dit sa fille en 4e, elle ne veut pas que sa fille la dépasse, donc elle a arrêté ses études depuis 5e, elle peut reprendre ses études. Donc elle est avec nous. J'espère que le 26 où nous allons donner les prix, on en parlera tout à l'heure, à la fin vous me rappelez si j'oublie. Et donc elle va rendre son témoignage. Mais en même temps, offrir une éducation de qualité. Une éducation de qualité en ce sens que le savoir est accessible. Ce que l'enseignant aujourd'hui à l'ère de TIC doit faire, ce n'est pas de jouer le maître le tout-puissant, parce que l'enfant a le smartphone, l'enfant regarde National Geographic, l'enfant regarde Discovery Channel, l'enfant est informé, il regarde France 24, France 3, c'est pas sorcier, et tout ça, l'enfant regarde tout ça. Donc, ce n'est pas comme dans les années 60, 70, 80 même, où le maître vient, il a un guide pédagogique, il a tous les livres, et il déverse des connaissances, n'est-ce pas, dans la tête de l'apprenant. Aujourd'hui, l'enfant a accès au savoir au même titre que le maître. Mais le maître a une longueur d'avance en termes de cognition, en termes de structuration des idées. Et donc, c'est cet esprit de coaching qu'on demande maintenant aux formateurs. L'enseignant doit être un coach comme l'est le coach d'un match de football. Et Renard ne sait pas plus jouer au football que Didier Drogba. Mais Didier Drogba est son élève en cri. Quand Hervé Renard, elle est coach. L'enseignant doit jouer ce rôle-là maintenant, avoir être empreint d'humilité pour conduire, n'est-ce pas, la structuration du savoir au niveau de l'apprenant. C'est le nouveau paradigme. Alors, je pense que tout ce qui est dit là, vous avez bien pigé. Donc, étant donné que les cours sont en ligne, chacun peut apprendre selon son rythme. Et quand on apprend pourquoi. Einstein l'avait dit, hein. Einstein avait dit qu'il n'avait pas bonne mémoire et qu'il était contre le système classique d'éducation. Peut-être qu'à l'avenir, je vais vous montrer
montrer en tout cas un schéma, une image qui résume l'esprit d'Einstein. Cette image se trouve sur notre page Facebook. Einstein qui a fait un tableau, enfin ce sont les peintres qui ont illustré la pensée d'Einstein. Le jury est sur sa table et les candidats sont en face. Et parmi les candidats, il y a le poisson, le phoque, l'éléphant, le serpent, le singe et l'oiseau. C'est la diversité dans une salle de classe. Vous n'êtes pas tous pareils, chacun a sa particularité. Vous êtes hétérogène dans cette salle de classe. C'est ce que symbolise par cette image Einstein. Et le sujet, l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est qu'on demande, comme sujet d'examen, grimper à l'arbre qui est juste en face. Et le premier qui aura atteint la cime de l'arbre sera le meilleur de la classe. Est-ce que c'est équitable, cette épreuve? Non. Le singe, ou bien, puisqu'on dit grimper, on ne parle pas d'oiseau, le singe sera le premier forcément par rapport à l'éléphant. Mais est-ce que, pour autant que l'éléphant est inutile, l'éléphant a son rôle aussi dans cette société que je viens d'imaginer, le serpent également, l'oiseau également, le poisson également. Donc, Einstein, donc, que je cite, disait, il n'est pas important d'apprendre par cœur. Si je veux utiliser la formule de Newton, j'ai qu'à aller à la bibliothèque. Je vais à la bibliothèque et j'ouvre l'encyclopédie, je vois la formule de Newton, mais pourquoi on me demande de réciter par cœur? Ce qu'on doit me demander, c'est Einstein. Voici ce que Newton a trouvé. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est ça qui est l'enjeu de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce que Newton a démontré pour pouvoir résoudre les problèmes existentiels? Apprendre pour résoudre des problèmes. Et c'est vers ça que l'éducation doit tendre maintenant. Le par cœur, oui peut-être, mais bon, ça n'a pas d'importance véritablement. Si tu apprends pour réciter, oui, les algoraphie de Christophe Colomb, patati et patata, et puis quoi après? Quoi après? On fait quoi avec ça après? Voilà. Il faut apprendre pour résoudre un problème qui se pose à toi dans la société. Voilà. Et justement, utiliser la recherche comme processus d'apprentissage. Et j'apprécie bien la réforme de la formation initiale des maîtres, où, d'ailleurs, nous venons d'un séminaire à Yamoussoukro, on place parmi les 13 modules qu'on enseigne dans la formation des élèves maîtres. La recherche comme processus d'apprentissage. Alors, un enseignant qui n'est pas, il y a un de mes maîtres, une dame, qui aimait bien dire que c'est abusif de dire toujours enseignant, chercheur, parce que quand on est enseignant, en principe, on est chercheur déjà. Pour préparer son cours, il faut faire de la recherche. Bon, peut-être cette distinction, c'est que, bon, peut-être tous les enseignants ne font pas les publications et l'enseignant-chercheur est contraint de faire des publications scientifiques. Mais en réalité, tout enseignant est chercheur. Pas besoin de préciser. Alors donc, la recherche comme processus d'apprentissage. Un enseignant doit pouvoir se documenter constamment, rechercher, investiguer, mettre à jour ses compétences, mettre à jour sa connaissance. Quand il regarde Discovery Channel, il ne doit pas regarder dans l'esprit de Adouard, de Tracier, de Temps au village. Il regarde dans une perspective d'exploiter les informations qu'il voit sur France 24, sur Discovery Channel, sur National Geographic. Il regarde dans les perspectives de l'exploiter dans son enseignement. Un enseignant, il est en constante méditation d'innovation, pour une certaine innovation. Donc la recherche comme processus d'apprentissage, et évidemment, j'étais sous-directeur du centre de formation continue à l'école normale supérieure quand je me suis inscrit au master de gestion des systèmes éducatifs. C'était pour mettre en place, n'est-ce pas, un processus de formation en ligne à l'intention des maîtres que vous êtes, ceux qui venaient à l'université de vacances,
Parce que beaucoup venaient me voir pour dire, ah monsieur, ma femme m'a quitté pendant que j'étais à Abidjan, ou j'ai fait un accident, ou ceci ou cela, je ne sais pas où dormir, ou mon ami chez qui je dors, là, ses enfants me respectent pas. Tous ces problèmes existentiels. Même si tu fais le e-learning, là, tu es chez toi, tu déranges personne, tu es à côté de ta chérie, ou bien tu es à côté de ton chéri. Et la petite, je ne sais pas, ou la grande, Et donc, j'ai pensé mettre en place cela, mais vous ne pouvez pas implanter quelque chose, suggérer l'implantation de quelque chose, quand vous-même, vous n'avez pas vécu cela en tant qu'étudiant. Et c'est en cela que, étant sous-directeur de la formation en continu, je me suis inscrit dans une formation à distance à l'Université Saint-Paul d'Alexandrie. Je n'ai jamais mis pied en Égypte. J'y ai jamais mis pied. Au bout des 2 ans, j'ai eu mon diplôme. Mais on dit quoi? Employabilité. Pendant que j'étudiais là, moi j'avais mon projet en tête. Parce que je commençais les modules qu'on enseignait, j'ai capté quelque chose qui m'a plu. J'y ai capté quelque chose. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est quelque chose qui peut me rapporter. Même au-delà, même comme on appelle, des objectifs initiaux. Évidemment, un poste de nomination, ce n'est qu'un poste de nomination. On peut t'enlever à tout moment. Mais ce que tu as appris, personne ne peut te l'enlever dans la tête. Oui ou non? Et pendant ce temps, je construisais mon projet. Je dis, mais tiens, et si je mettais en ligne tout ce qu'on apprend du CP1 en terminale, de la première leçon à la dernière leçon pour chaque niveau? J'en ai parlé à certains amis ici dans l'institution. Dr Zoro, vous rêvez, attends. De la première leçon CP1 jusqu'à la fin de l'année, pour CP1, pour CP2, CP3, CP1, CE2, CP3. Bon, CM2, 6e, physique chimie, première leçon, deuxième leçon, anglais, première leçon, deuxième leçon, histoire, première leçon. Vous savez, quand le cultivateur paresseux, il va au champ, la première chose à faire, c'est de lever la tête et regarder l'étendue de la surface à défricher et de développer les théories. Bon, de 8h à 10h, je nettoie vers là, après, je me repose un peu, puis je nettoie. Et quand il a vu ça, il finit de décrire tout ça, il est presque 10h, il va faire bouillir son morceau d'igname. Ah, je suis trop avancé, je vais me reposer un peu. Voilà, il est 16h, 18h, il n'a rien fait, il doit rentrer. Quand vous regardez la taille du défi avant de regarder votre vision, vous ne faites rien. Mais quand vous vous focalisez sur votre vision, celui le travail, il ne regarde pas, il ne lève pas la tête, il baisse la tête, ça ouvre. Le temps qu'il lève la tête, il regarde, il est beaucoup avancé. Il n'est pas dans la théorie, il est dans la pratique. C'est ce qu'il faut faire. Quelques étudiants que j'avais en physique-chimie, il y en a qui ont pas aimé l'idée. J'ai pris quelques enseignants. J'ai partagé l'idée à une société de la place, société d'assurance, qui a beaucoup apprécié. Bingo, donnez 5 millions, faites dérouler ce projet. J'ai donné un peu d'argent à ceux qui voulaient m'accompagner. On a donné du contenu. En moins de 2 ans, on a couvert de la 6e en 3e. L'année suivante, en 2019, de la seconde en terminale. Et depuis Covid a commencé, comme tout le monde a commencé à recourir après, on est en train de faire maintenant le cycle primaire. Est-ce que l'objectif n'est pas atteint là? Merci. Oui, merci beaucoup. Et donc, pour la petite histoire, pourquoi nous sommes au Cap-Porté? Je vous raconte. Quand je faisais cette formation à l'Université Saint-Paul d'Alexandrie, pendant que vous vous formez là, tous les enseignants qui défilent devant vous, chacun vous donne une part de sa connaissance. Définissez des projets existentiels pour vous-même et pour la nation. C'est directement dans votre petit carnet que vous pouvez mettre en application. Je suis sur le volet employabilité. Qui dit employabilité? Vivre de son art. Vivre de son art.
Initialement, quand on a mis ça en ligne, on s'est dit, bon, chaque élève paye 3 000 francs et puis il a accès à tous les exercices toute l'année. On avait verrouillé. J'avais présenté aux autorités éducatives Hygiène Koroma, le DICAB adjoint Raoul et bien d'autres autorités en 2016. C'est tombé dans... Quand il n'y a pas d'urgence, on t'oublie. Dieu fait grâce. En 2019, j'ai dit Dieu fait grâce, excusez-moi. Quand la pénicilline a été inventée, s'il n'y avait pas besoin, la pénicilline, son inventeur n'aurait pas fait fortune. Mais autant ça a résolu des problèmes de santé, lui qui a inventé aussi a fait fortune, oui ou non? Il faut apprendre pour résoudre des problèmes. Quoi qu'il en soit, les problèmes, il y en aura. Mais quand vous apprenez en ne pensant pas pouvoir résoudre des problèmes, vous n'avez pas la bénédiction parce que il faut être au service de l'humanité pour avoir cette bénédiction. Quand on initiait du web, la Covid n'existait pas. Mais moi, je me suis dit, mais il y a des enfants qui sont handicapés, il y a ceux-là, ils sont exclus, il y a des enfants qui ont abandonné l'école parce que leurs parents ont perdu leur boulot. Mais pourquoi ne pas créer un contenu? Je le faisais en pensant à des personnes que je veux intégrer, des exclus du système. Et ce monsieur, je ne le connaissais pas. Vous voyez? Donc, il disait des choses que je pensais chez moi ici. Et donc, je présente, c'est prêt pour la Covid. On m'appelle, voilà, mon patron, le dit Kabachma, petit boulot, tu es où là? Depuis on te cherche, ta plateforme dont tu avais parlé la dernière fois, c'est où là? Ah, quand vous n'aviez rien dit là, quand j'étais rentré au village avec ça, je viens. Je propose, je dis bon, nous sommes en guerre. C'est ce qu'on disait là en 2020. On est en guerre contre un adversaire invisible. Pendant que les médecins font des veilles dans les hôpitaux, moi et mes collaborateurs, on s'est mis en branle. Ils sont restés en ligne gratuitement à encadrer les élèves ivoiriens en ligne. Des exercices, ils font des devoirs, ils déposent, mes collaborateurs corrigent. Et tous les contenus sont accessibles gratuitement. On a tout déverrouillé. Si vous allez sur la plateforme, vous lirez les contenus éducatifs du secondaire, solidaires ensemble, action Covid, quelque chose comme ça. C'est le slogan en son temps. Et c'est resté. J'aime bien citer ce monsieur parce que ce qu'il a dit m'a vraiment touché et j'apprécie cela. Eugène Koroma me disait, Docteur Zoro, vraiment, ce que vous faites, c'est Dieu seul qui va vous payer. Je l'ai donné, je n'ai rien réclamé. Et je le fais sincèrement, sans calcul. Voici, je cite, quand c'est des bonnes choses, il faut citer les contemporains. L'hygiène quoi vous suit, me dit, ah, pour les CAFOP, là, je vais te mettre en contact avec la DERC. Ils ont besoin. Parce qu'en son temps, dans la même période, tout le CAFOP d'Aboisseau avait été interné à l'INJS pour de nombreux cas de Covid. Donc ça a commencé au CAFOP d'Aboisseau et ça s'est étendu. Aujourd'hui, nous sommes élus pour gérer le projet CAFOP en ligne. Donc vous voyez, avoir cet objectif noble d'atteindre les esprits du système, offrir une éducation de qualité et permettre à chacun d'apprendre selon ton rythme. Et apprendre pourquoi? Apprendre pour résoudre des problèmes. Les contenus pédagogiques aussi incitent, n'est-ce pas, à chercher soi-même l'autodidactie pour construire sa propre compétence de façon tutorée avec un guide. Mais tout ça, ça concourt à quoi? Il faut avoir un objectif d'employabilité. Si tu fais cela, tu as besoin d'une équipe. Vous avez eu un marché au Cameroun, vous avez eu un marché dans telle ou telle cité. Mais peut-être que parmi vous, il y en aura au moins une dizaine. Moi, mon vœu, c'est que vous tous, vous puissiez m'accompagner. Ça me plairait. Mais s'il y a au moins une dizaine qui viennent avec moi, un peu d'argent qu'on a en partage, ce n'est pas une question d'employabilité, ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça
le but de l'éducation. On va continuer. Denis Jacquet. Denis Jacquet, j'étais en 2015 à Aix-les-Bains à une conférence sur le numérique. Quand j'ai eu l'honneur de rencontrer ce monsieur, c'est d'ailleurs avec mon smartphone que j'ai pris cette photo. Il disait, et j'ai retenu cette situation parce que ça m'a percuté, la génération qui arrive est une génération sans mémoire. C'est un paramètre à prendre en compte dans la formation. Est-ce qu'on en tient compte vraiment? C'est une génération sans mémoire. Vous avez vu le film.